Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. On ne peut pas s'empêcher de remarquer ses grands yeux bleus. Mais avouons-le, ce serait vraiment réducteur de la limiter à son magnifique regard. Parce que si elle est de nature assez discrète, depuis quelques mois, elle suit son fabuleux destin, à 100 à l'heure, forte d'une triple activité. Oui, 3 projets et au plus haut niveau, s'il vous plaît. Préparation pour se sélectionner au JO de Paris 2024 en 49er FX avec Lara Granier. Stratège dans l'équipe de France de SailGP. Et il y a peu, elle a été retenue dans l'équipe féminine pour représenter la France pour la première Women America's Cup de l'histoire à Barcelone l'année prochaine. Avouez, ça claque. Alors elle savoure, mais elle n'est pas du genre à fanfaronner, plutôt du style à chercher et à vouloir mettre du sens dans tout ça. Autre fait d'armes, elle a été, le temps d'un Grand Prix, celle qui murmura à l'oreille de Jimmy Spithill. Sur le SailGP de Saint-Tropez en septembre dernier, elle s'est retrouvée stratège sur le F50 du double vainqueur de la Coupe de l'America et a contribué à la victoire américaine, la seule de la saison. Ça aussi, c'est drôlement chic. Et rien qu'à regarder son sourire sur les photos, on parie que c'est un sacré souvenir. En parallèle, elle a fait des études de maths et un master de génie civil. Oui, elle est assez géniale sur l'eau et sur des bateaux qui vont vite. Pourtant, forte de cette ascension, elle le dit souvent, « Moi, je viens de la terre, de la campagne ». Elle n'oublie pas. Alors elle navigue donc beaucoup, souvent, tout le temps. Elle nous a proposé des créneaux entre ses navigations, alors on s'est engouffré dedans. Amélie Rioux est mon invitée pour ce tout nouvel épisode de Navigante. Bonjour Amélie, comment vas-tu ? Ça va et vous ? Très bien. Oh, t'as le droit de me tutoyer. Là, dans Navigante, t'as le droit de dire tu. D'accord, c'est noté. Si je te dis, et c'est toujours ma première question, si je te dis les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, tu réponds quoi comme ça, là, à brûle-pourpoint ? Comme ça, je dirais que progressivement, voilà, notamment, je trouve que la voile est précurseur sur le fait de s'ouvrir sur la place de la femme dans des grands projets. Et je suis contente de faire partie de cette vague. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais voilà, je suis vraiment contente de faire partie de cette lancée et je me bats un petit peu pour que les générations futures, ce soit encore mieux. Donc voilà. Les points positifs, on s'en doute et puis on va y revenir. Ce serait quoi, là, je rebondis sur ce que tu dis, les points négatifs ? En fait, par exemple, si je prends l'exemple de la voile, de SailGP, c'est vrai que les gars ont beaucoup d'avance sur nous sur tout ce qui est le foil, notamment sur les gars qui ont fait l'America's Cup, tout ça. Donc il faut sans cesse travailler pour essayer de rattraper ces deltas. Donc ça, c'est un petit peu dur parce qu'on a tendance à courir après des lièvres, mais voilà, c'est l'effort qu'il faut qu'on fasse et il faut rien qu'on lâche et moi je suis là pour ça, pour rien lâcher. On va y revenir évidemment. Tu nous décris ce que tu fais là en ce moment, t'es où ?
Alors là, j'ai fini ma muscu déjà. J'ai fait mon petit cardio matinal. Et là, je suis avec vous pendant 40 minutes. Et après, je vais sur l'eau pour m'entraîner parce qu'actuellement, je suis en grosse préparation pour le test event. Le test event qui aura lieu à Marseille au mois de juillet. On va l'expliquer aussi pour nos auditeurs. Le test event, en fait, c'est la répétition générale avant les Jeux Olympiques qui se déroulent, allez, grosso modo, aux mêmes dates que les Jeux, sur le même plan d'eau. Et c'est la grosse répète. Alors évidemment, on imagine que c'est un gros enjeu pour toi, justement, quand on parle de préparation olympique, de Women America's Cup, de F50, tout ça en même temps et pour la même personne que tu es. Tu réalises ce qui se passe dans ta vie là en ce moment? Non, quelquefois, non, je crois que je suis tellement dans tous mes projets à 2000 à l'heure que quelquefois, j'ai du mal à avoir un petit peu cette vision de drone de tout ce que je fais et aussi, je pense, d'avoir un petit peu de fierté pour tout ce que je fais. Je suis tellement à 2000 à l'heure. Ouais, je suis un peu sur tous les fronts, mais j'essaye de m'organiser, de mettre des priorités au bon moment parce que c'est vrai que il y a que 24 heures dans une journée, donc j'aimerais bien que ça fasse plus parfois, mais voilà, ça demande beaucoup d'organisation et aussi de parfois prioriser certaines choses. Pour l'instant, je m'en sors et voilà, je compte continuer tout ça à fond tant que je peux. Et puis avant tout, j'ai quand même la chance de faire tout ce que je fais, donc voilà. Tu mesures cette chance-là, mais c'est une chance que tu es allée chercher, Amélie. Est-ce que tu es du genre à savoir ce que tu veux, à tout faire pour? Ou est-ce que tu fais confiance au destin? Savoir ce que je veux, ouais. Confiance au destin, un petit peu moins. En fait, je me rends compte il faut se battre pour avoir des choses, quoi. Il faut aussi provoquer les expériences parce que voilà, les choses nous arrivent pas dessus comme ça par hasard en un claquement de doigts. Il faut ouvrir ses portes. Moi, c'est vrai que je suis pas forcément d'une nature hyper extravertie, mais voilà, j'ai compris qu'il fallait un peu s'ouvrir aux autres, qu'il fallait montrer sa motivation, montrer ce qu'on vaut, et puis rester toujours dans une position d'ouverture et montrer sa motivation. Je pense que ça aide à ouvrir des portes, et je pense que si j'avais un message à faire passer aux jeunes et notamment aux femmes, c'est que rester toujours dans cette posture d'ouverture parce que déjà mine de rien, je pense que les gens sont plus attirés par des gens qui sont un petit peu ouverts, un petit peu avenants, un petit peu souriants, et ça c'est un peu mine de rien la première facette entre les humains. Et puis une fois qu'on a un petit peu franchi cette barrière, montrer ce qu'on vaut et ne rien lâcher, montrer qu'on est motivé, montrer qu'on est prêt à s'investir à 2000% pour un groupe, qu'on est prêt à s'investir aussi pour se développer soi-même en tant qu'athlète. Et moi, c'est ce que j'ai un petit peu compris dans toutes mes expériences passées. Et voilà, c'est ce que j'essaye de reproduire tout le temps. Et puis, je rajouterais aussi que je pense que rien n'est acquis. C'est pas parce qu'aujourd'hui, voilà, je fais partie de gros projets que je pense que je fais envier certains. C'est pas acquis. Voilà, il faut que je me remette en question en permanence. Faut que j'aille chercher de la haute performance aussi tout le temps. Donc voilà, faut travailler et faut travailler. C'est un petit peu ma leitmotiv pour moi. Tu t'es fait un peu violence justement pour aller casser ce côté pas très extraverti, comme tu dis, et s'ouvrir à ça? Ouais, un petit peu forcément parce que voilà, quelquefois il faut un petit peu outrepasser sa nature, et moi c'est vrai que comme je l'ai mentionné, je suis d'une nature où je parle pas forcément dans des groupes, c'est pas moi qu'on va entendre tout le Tu temps. n'es pas le leader vocal forcément. Non, je suis pas le leader vocal, mais à contrariori, je pense que je peux être dans une posture de leader dans des groupes. Voilà, quand il faut tirer les gens vers le haut, tout ça, je pense que j'ai beaucoup de ressources. Et oui, je me suis fait quand même un petit peu violence, et je me fais encore violence actuellement, mais je pense que c'est aussi c'est quelque chose de bien pour moi en tant qu'athlète et en tant que femme. Donc voilà, je serai jamais une extravertie, mais je tends un petit peu à m'ouvrir aux autres pour montrer aussi qui je suis et qu'est-ce que je vaux surtout. Amélie, au départ, la voile, c'était pas forcément gagné. On l'a dit, toi, t'es née à Morlaix. Ton papa et ta maman sont agriculteurs. T'es une fille de la terre. Tu te sens encore une fille de la terre? Tu es une fille de la terre? Ouais, j'ai ça en moi. J'ai ça en moi, et c'est vrai que c'est toujours avec une grande fierté que je le dis parce que ça m'a inculqué beaucoup de valeurs.
et notamment, vous doutez bien, beaucoup de valeurs de travail et donc voilà, ouais, j'ai une grande fierté de le dire et c'est vrai qu'on la réaction souvent des gens, c'est de se dire mais comment une fille de la terre est venue à la mer? Et c'est vrai que avec du recul, je me dis c'est marrant comment les gens mettent les personnes dans des carrés comme si quelqu'un de la terre pouvait pas aller se baigner à la plage ou quoi que ce soit quoi. Et en fait voilà, vous vous doutez bien, moi je suis issue du Finistère Nord. Mon père a des origines sur l'île de Bas, donc voilà, j'ai très vite eu cette ouverture vers la mer. Mes parents m'ont inscrit à l'école de voile de Lokirec. Ils m'ont toujours accompagné dans mes projets, à hauteur de ce qu'ils pouvaient, parce que vous imaginez bien que financièrement, voilà, c'est pas une profession hyper lucrative, mais ils m'ont toujours soutenu et encore aujourd'hui, c'est mes premiers supporters et voilà, je pense que je peux profiter aussi de ce petit moment pour leur dire merci. Eh ben, j'espère que voilà, ils écouteront et en tout cas, on a bien compris le message. Ça commence comment? Alors, il y a eu cette inscription à l'école de voile. C'est quoi? Fallait faire comme la grande sœur? Fallait faire complètement comme la grande sœur. J'ai ma sœur aînée, Marine, du coup, qui a fait de la voile aussi avant moi. Elle a commencé avec mes cousins. Et moi, je l'accompagnais sur toutes les petites régates avec ma mère, je me rappelle. Et moi, je disais à ma mère, je veux faire ça, moi aussi. Et donc, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à 7 ans. Ma mère m'avait mis un petit peu à la gym pour me canaliser parce que j'avais de l'énergie. Alors, elle m'emmenait faire des galipettes. Mais moi, c'était pas trop pour moi. Et du coup, voilà, j'ai commencé la voile à 6 ans et demi, 7 ans. Je me rappelle, à l'époque, on avait des petites voiles papillons et tout. C'est vraiment des souvenirs, c'est vraiment des bons souvenirs que j'ai. Et après, ça t'a plus lâché? Ça m'a plus lâché, non. Ça m'a Sport-études, pôle espoir, c'est quelque chose qui est devenu ancré en toi? Ouais, complètement. Et en fait, c'est marrant, mais j'ai toujours ce souvenir en moi de me dire, j'ai fait de la voile, mais très tôt, j'étais animée par cet esprit de compétition. Très tôt, je voulais rentrer en sport-études. Enfin, et en fait, je me suis jamais trop posé de questions sur savoir est-ce que je voulais faire du haut niveau ou pas. C'est comme si pour moi c'était déjà inscrit et dès mon plus jeune âge, j'avais cette envie d'aller chercher de la haute performance quoi. Et donc j'ai toujours franchi les échelons petit à petit. Donc je suis rentrée en sport-études, je suis rentrée en pôle France. Et puis voilà, j'ai rien lâché jusqu'à ce que j'arrive à cette marche du plus haut niveau. Rien lâché, quitte à être à Brest et puis à devoir partir à La Rochelle, c'est ça? Et Ouais. donc à s'éloigner de ce noyau familial qui te donne des petites étoiles dans les yeux quand on parle. Moi, j'ai la chance de te voir. Ça a été un premier sacrifice? Ouais, complètement, ouais. En fait, c'est à l'issue de mon bac, du coup, j'ai eu mon bac à Brest, et en fait, il y avait cette position de la Fédé de regrouper un petit peu toutes les filles. À l'époque, je faisais du laser radial, donc de regrouper toutes les filles qui faisaient du laser à La Rochelle. Et moi, c'est vrai que j'étais un petit peu isolée à Brest, j'étais toute seule à l'époque. Et donc, c'est poser la question de me dire bon qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lâche toute ma famille? Bon, sachant que déjà le sport-études m'avait déjà bien éloignée d'eux. Mais voilà, est-ce que je franchis encore ma route un peu plus au sud, 5 heures plus au sud, ou est-ce que je reste proche de ma famille? Honnêtement, je me suis pas posé longtemps la question, mais voilà, c'était dur quand même de se dire non, j'y vais, c'est comme ça, c'est ce que je veux et il faut que je mette ça en place pour aller chercher de la performance. Donc il faut que j'accepte de quitter ma famille. Et ouais, ça a été un premier gros sacrifice pour moi parce que forcément à La Rochelle on vient pas tous les week-ends. Donc et mes parents par leur métier c'était compliqué aussi pour eux de venir me voir. Donc ouais, il y a eu un éloignement. C'était le premier éloignement le plus loin de ma famille, que j'ai connu. Ouais. Quelle ambiance tu retrouves à l'époque dans ce pôle de haut niveau à La Rochelle, dans ce pôle où il y a d'autres concurrents, dans ce pôle où on se projette sur les Jeux Olympiques. Comment tu intègres ça et comment tu réagis à ce qui va devenir le très très haut niveau? En fait, au tout début, on a commencé, on était toutes les filles, en fait, on avait le même statut fédéral. Et donc, c'est vrai que ça permettait un petit peu de lisser toutes ces rivalités qu'on pouvait avoir par les différences de statut. Et en fait, il y a eu une
très très grosse émulation féminine, et en fait on a très vite performé. On a navigué 1 an tout ensemble à La Rochelle. Je me rappelle l'hiver pardon, on avait navigué à Cadix. Et en fait, donc c'était l'année 2013, et au début de l'année 2013, du coup, on est très vite assez performante. Je me rappelle, je fais 4e à la première World Cup après les Jeux. Et donc c'est un bon souvenir, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que par cette émulation féminine, puisque c'était du laser radial, on a réussi à aller chercher de la performance tout ensemble, quoi. Bon après là voilà, c'est comme tout, il y a eu des différences dans les statuts fédérales, donc forcément le groupe c'est un petit peu scindé, et là c'était un petit peu compliqué, parce que vous imaginez bien que quand chacune on va chercher une place pour la sélection au jeu, il y a un peu moins ce côté amical et un peu plus ce côté rivalité qui émerge, mais voilà, faut faire avec, tout en respectant les gens, quoi. Moi, ça a toujours été ma devise, en tout cas, de respecter les gens qui m'entourent, et voilà. C'est quoi le souvenir là qui te vient en tête là, maintenant, tout de suite de cette période-là? Comme ça, j'ai une petite pensée pour Mathilde Kerangat. C'est vrai que j'ai pas été au jeu, et c'est en 2016, et c'est vrai que ça a été un peu dur pour moi. Mais par contre, après, donc elle m'a demandé d'être remplaçante, d'être remplaçante, et surtout d'être partenaire d'entraînement. Et ça, en fait, ça a été une aventure humaine hyper riche, parce que du coup, on s'est un peu redécouvert, parce qu'il y avait moins ce côté rivalité, puisque elle était sélectionnée. Et c'est vrai qu'il y avait plus ce côté humain au cœur de ces derniers mois de préparation, et c'est un bon souvenir que je garde. Et aujourd'hui, j'ai des très bonnes relations avec elle. Donc voilà, j'ai un petit souvenir pour elle, et je lui passe le bonjour. J'espère qu'elle m'écoutera. Mathilde Kerangat qui va donc être sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Rio. Tu seras sa partenaire d'entraînement. Alors, on entend cette aventure humaine qui s'est développée. Être malgré tout dans l'ombre, en fait, un peu de la sélectionnée, de devoir aider celle qui a été sa concurrente pour performer le mieux possible au jeu. Ça forge quoi dans son caractère à soi? C'est quand même une posture. Oui, j'ai dit que c'était une belle aventure humaine, et c'est vrai, hein, c'était vrai. Mais à la fois, il faut aussi sacrément s'accrocher, parce que vous imaginez bien que les 6 derniers mois, ils sont à 2000% pour la sélectionnée olympique. Que moi, Amélie Riou, en tant qu'athlète, je suis pas du tout sous les projecteurs, et je suis juste là pour tout donner pour que elle soit médaillable, quoi. Donc je pense que c'est pas donné à tout le monde de savoir donner comme ça sur ces derniers mois, mais aussi moi je le voyais en tant qu'athlète. Je me suis dit bon, je sais pas quelle suite je vais donner à mon projet, mais ces 6 derniers mois, ça peut être aussi les 6 derniers mois que tu vas côtoyer à travers les meilleures navigantes en laser. Donc c'est aussi à toi de te challenger pour être la meilleure, quoi. Et c'est vrai que durant ces 6 derniers mois, j'ai été aussi assez très concurrentielle sur mon support, quoi. Donc voilà, c'était hyper intéressant, mais c'est vrai que ça forge aussi un caractère, parce que ouais, il faut tout donner pour l'autre, donc il faut être assez solide. Mais voilà, c'était une expérience intéressante, et que je regrette pas d'avoir mené avec Mathilde. Après ces Jeux, tu décides de continuer. Ce sera sur un autre support qui est le NACRA 17. Ça va commencer avec Billy Besson qui rempile après sa terrible aventure, hein, disons-le quand même, aux Jeux de Rio avec Marie Rioux. Et puis tu vas te casser le péroné. Ouais. Donc ça va être très long. Et puis après, il va y avoir une autre tentative avec Tim Mourniac. Finalement, ce sera avec Moana. Comment est-ce que tu vis ce changement de support, cette blessure? C'est pas rien, une blessure dans la vie d'un athlète. Non, c'est sûr. En fait, moi, je me suis vraiment à la fin des Jeux de Rio, quand tout ça s'est terminé, je me suis vraiment posé la question. Bon, voilà, qu'est-ce qui te manque pour aller performer? Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, je me suis vraiment pris un temps de réflexion, et je me suis dit, j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas aujourd'hui, mais plutôt il y a quelques années, j'ai l'impression que si t'inclus quelqu'un dans ta performance, tu vas être capable d'aller chercher ce 110% de ce que tu vaux en tant qu'athlète, quoi. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas se lancer dans le double pour voir si t'arrives à exprimer ton meilleur potentiel, quoi.
Et donc, juste à ce moment-là, j'ai Billy Besson, voilà, qui me propose cette aventure. Et je me dis bon bah Banco, c'est l'occasion. Voilà, il avait un palmarès long comme le bras. Quadruple champion du monde avec Marie Rioux. Voilà, donc je me suis dit bon bah voilà, ça peut être un bon tremplin pour moi quoi. Donc voilà, j'ai saisi cette occasion, mais comme tu l'as dit, je me suis blessée et c'est vrai que ça a été dur parce que ça a été ma plus grosse blessure que j'ai jamais eue. Même si c'est en soi, c'est pas non plus voilà, je me suis fracturé le péroné, mais ça a mis un petit peu de temps parce que en fait j'ai fait trois semaines de plâtre finalement. En 3 semaines de plâtre, il s'était rien passé. Du coup, j'ai dû me faire opérer, donc j'ai eu du matériel, tout ça, et en fait pendant 6 mois, j'ai pas navigué. Donc ça a été un petit peu dur parce que tous vos projets s'arrêtent, tous mes projets se sont arrêtés, donc voilà, c'est puis le wagon il continue mais sans moi quoi. Donc ça c'était pas facile, mais voilà, j'ai essayé de rebondir, j'ai navigué avec Tim, puis avec Moana. Mais à la fin de un peu de toutes ces aventures, je me suis dit bon, j'ai l'impression que là, je vais pas dans la bonne direction et que je fais pas les choses comme assez comme je veux, mais plus comme les autres veulent. Donc j'ai mis entre parenthèses tout simplement la voile olympique parce que voilà, j'avais enchaîné je pense que j'avais pas fait les bons choix au bon moment, donc j'ai mis un stop à la voile olympique. Je me suis dit bon, je ferme ce chapitre pour le moment, mais voilà, au fond de moi, je savais que le livre il était pas terminé quoi. Et donc à ce moment-là, j'ai eu pas mal de projets professionnels qui se sont ouverts à moi. J'ai eu notamment le projet de la boulangère en Diam 24 sur le Tour de France à la voile. Sur le Tour de France à la voile, 100% féminin, et ça c'était une excellente aventure aussi, et c'était vraiment du coup de l'équipage à 4 à bord, pardon. Non, on était à 3 à bord, mais on était 4 dans toute la team. Et voilà, ça c'était vraiment une grosse expérience, et aussi il fallait que je m'adapte à un support qui était complètement nouveau pour moi. Et c'était un beau challenge, et c'était vraiment une belle aventure que j'ai partagée avec Mathilde Géron à l'époque, qui était skipper du bateau. Et j'en garde un très bon souvenir. Et après ça, j'ai fait les sélections pour CMB Bretagne en Figaro. Et donc là, c'était encore un autre step parce que je me suis dit, oula, là, c'est quand même de l'offshore, ma cocotte, c'est quand même bien différent, quoi. Donc, mais pareil, je me suis dit, il faut pas que je me ferme la porte. Il faut que, allez, je me rappelle, à l'époque, je travaillais entre mes deux projets, j'avais fait une saison l'été dans une crêperie à l'île de Bas. Et j'avais un patron qui me disait, mais fonce, tu verras bien, fonce toujours. Alors, je retenais que ça. Je me suis dit, bon, allez, fonce, on verra bien. Et c'est marrant parce que juste avant de donner ma sélection pour ce projet, j'ai croisé Michel Desjoyaux dans cette crêperie et qui m'a dit pareil, essaye, tu verras bien. Et du coup, voilà, j'ai posé ma candidature, j'ai fait les sélections, ça s'est plutôt très bien passé parce qu'en plus c'était dans des parcours bananes, donc moi c'était vraiment là où j'excellais. Donc voilà, j'ai pas été au bout des finalistes parce que je pense qu'ils avaient un peu d'appréhension de se dire elle a jamais fait d'offshore, si elle gagne la compétition, on va avoir quelqu'un qui a jamais fait d'offshore. Donc je pense qu'ils avaient eu aussi quelques mauvaises expériences dans le passé, donc voilà, ils voulaient pas reproduire ce schéma. Mais j'étais contente d'avoir mené cette sélection, contente d'avoir rencontré du monde aussi. Et voilà, et je rebondis à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est tous ces petits projets qui m'ont en fait amené à d'autres projets, parce que là j'ai fait la sélection CMB Bretagne à l'époque. Je me suis fait un petit peu connaître, et puis après on m'a appelé pour faire à l'époque les sélections pour la Volvo Ocean Waves avec Mirpuri Foundation. Donc là pareil, je me suis fait connaître dans un milieu que je connaissais pas, mais pareil, je me donnais à 2000% dans les tâches qu'on me donnait à faire, même si j'avais pas de la compétence pure et dure dans l'offshore. Mais je me faisais connaître du grand public, je me faisais connaître en tant qu'athlète. Et voilà, j'essayais de montrer ce que je valais, et surtout que j'étais motivée pour aller dans ces projets, quoi. Donc à la fin de tout ça, il y a eu le Covid où du coup tout s'est mis un petit peu entre parenthèses. Et là pendant 6 mois, non, combien de temps on est resté enfermé? 4 mois, je me rappelle. Ouais, 3-4 mois, 3 mois. 3-4 mois, ouais.
Bah là, comme tout le monde, je suis restée enfermée. Mon compagnon avait une maison de famille à Biscarrosse, donc là, le temps s'est arrêté, mais moi, je l'ai plutôt bien vécu. Qu'est-ce que je reviens sur le Tour de France à la voile, cette expérience et cette première expérience en équipage, dans un équipage 100% féminin avec Mathilde Géron qui était la skippeuse du projet. Il y avait Marie Rioux aussi. Alors je précise, Amélie Rioux, Marie Rioux, aucun lien de parenté. Souvent on se pose la question. Tu apprends quoi auprès de ces jeunes femmes d'expérience Marie, malheureusement, j'ai pas trop navigué avec elle parce que du coup, c'était la deuxième saison et en fait, il y a eu le Covid, donc du coup, ça a complètement stoppé. Enfin, Marie, pour moi, c'est quand même enfin, c'est presque mon mentor. C'est elle qui m'a aussi, par exemple, poussé à m'inscrire sur les sélections pour CLGP parce que au début, j'étais pas forcément dans les listes, tout ça. Et c'est vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé pour réussir dans tous ses projets et qui a pas lâché grand chose et à la fois elle a un peu cette joie de vie et cette déconne entre guillemets permanence et c'est ce que j'apprécie chez elle parce que sur l'eau elle lâche rien quoi, c'est une vraie lionne et voilà. Une lionne doublée d'un lynx avec des yeux incroyables qui arrive à tout voir sur l'eau. Et puis elle lâche rien, ouais, non, ça me fait sourire. Et puis voilà, à l'inverse, à terre, c'est quelqu'un qui est toujours à rigoler, tout ça. Donc ouais, c'est vraiment une belle personnalité et j'aurais bien voulu naviguer un peu plus à ses côtés. Et Mathilde, elle avait beaucoup d'expérience. C'est vrai qu'elle avait fait quatrième au jeu en 2012. Ça faisait déjà pas mal d'années qu'elle avait fait du Diam 24. Elle a fait aussi pas mal d'offshore. Enfin, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'expérience dans la voile professionnelle de manière générale et dans la voile olympique. Et du coup, j'avais un peu tout à apprendre d'elle au début quand je suis rentrée dans le projet de Diam 24. Donc c'est vrai que moi je suis rentrée dans ce projet dans une posture d'apprentissage mais par contre motivée à en découdre parce qu'il y a quelque chose que je supporte pas dans un projet, c'est que et c'est un peu c'est que j'ai besoin de vite me sentir compétente quoi. Donc pour diminuer ce laps de temps où forcément au début on est débutant tout simplement et je charbonne, j'essaye de vraiment bosser très dur pour très vite me sentir compétente et de plus en plus à l'aise sur le bateau quoi. Tu parlais de Marie Rioux, tu as dit mentor, ça fait partie des modèles pour toi, Marie? Est-ce que tu en as d'autres, des modèles qui t'ont poussé aussi? Marie Rioux, enfin dans la voile professionnelle, même dans la voile olympique et sur le côté féminin, enfin c'est quand même quelqu'un qui a un palmarès énorme et qui a réussi. Enfin pour moi ça représente la réussite d'une carrière quoi. Donc non c'est vraiment, enfin pour moi c'est vraiment quelqu'un que j'admire et ouais que j'admire beaucoup. Et qui en plus a réussi le double pari d'être maman depuis pas si longtemps et Ouais. de repartir sur un tour du monde. C'est sûr qu'elle est assez exceptionnelle, Marie Rioux, et donc elle te parle justement de ce CELGP, où elle aura été, elle, tout de même la première femme à avoir un rôle majeur à bord, puisque sur la première saison, elle était contrôleuse du vol. Et elle va te dire, dis donc, ils sont en train de sélectionner des jeunes femmes pour les équipages de CLGP. Tu devrais t'intéresser à ça. Alors moi, j'ai lu dans un article que tout de suite après, tu as commencé à checker tes mails et il n'y avait rien. Il n'y avait pas de demande. Ouais, c'est tout à fait ça. Il y avait pas de demande pour améliorer Rioux, donc et ouais, c'est elle qui m'a dit. Je me rappelle, on était en stage en Diam 24, il me semble, et elle m'a dit ouais, il y a une sélection qui se prépare et tout. T'as dû recevoir un mail ou quelque chose. Moi, ni une ni deux, je check mes mails et j'avais rien. Je lui dis non, j'ai rien. Elle me dit essaye. Donc là, en fait, j'avais rencontré Bruno Dubois quand j'avais fait mes expériences sur Mirpuri Foundation parce que c'était lui qui était manager du projet à l'époque. Et du coup, j'avais ses coordonnées et je me suis dit je vais La pas lettre. me démonter. Je vais pas me démonter. Je vais envoyer un mail. Je vais lui dire que je suis motivée, que je suis clairement motivée, que si les sélections elles sont ouvertes, moi je veux faire partie de cette sélection. Donc voilà comment ça s'est passé. J'ai envoyé un mail à Bruno. Il m'a répondu très vite. Il m'a dit moi je pensais que voilà t'étais à 200% dans ton projet olympique.
Et je lui ai dit oui, oui, je suis à 200% dans mon projet olympique, mais je suis capable de mener deux choses de front, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que l'aventure CLGP a commencé. Mais oui, à la base, pour la petite histoire, j'étais pas forcément conviée dans ce premier jet de sélection. Oui, mais comme tu le dis, je me suis pas démontée, j'ai écrit la lettre. Allez, pour les jeunes qui nous écoutent là, ça commence comment une lettre comme ça quand on écrit au team manager qui est censé recruter? Ben, c'était pas une lettre, j'avais envoyé un mail à l'époque. Bah, franchement, un mail classique. Hein, bonjour Bruno, j'ai entendu dire que qu'il y avait une sélection sur le projet CLGP pour trouver une femme à bord. Est-ce que les sélections sont ouvertes? Si oui, je te fais part de ma motivation. Et ce que voilà, Bruno, il m'a très vite répondu et voilà, je pense que j'ai la chance que c'est quelqu'un qui est vraiment pour promouvoir les femmes dans le sport et il m'a très vite ouvert dans ce projet, quoi. Amélie, on rappelle sur cette saison 2 où effectivement le CLGP quelque part oblige les équipages à faire venir des femmes à bord. On va pas se le cacher, sur cette saison 2, cette première année où il y aura des femmes sur le bateau, on peut pas dire qu'on vous donne un rôle majeur. On a presque l'impression, mais c'est un très bon début parce qu'on voit que ça évolue, que vous êtes là pour être là, mais on vous confie pas vraiment de tâches. Comment ça se passe justement ces débuts? Comment tu fais ta place? Ouais, bah les débuts sont un petit peu, voilà, on est un peu plus dans une posture d'observatrice. Voilà, on découvre l'équipe, le bateau. Mine de rien, c'est pas anodin quand même. Enfin, les bateaux, c'est pas parce que moi j'ai fait beaucoup de voile olympique que je suis compétente sur le F50. Bien au contraire, ce serait prétentieux de ma part de dire ça. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'appelle une autre voile et il faut se rendre familier avec ça et c'est pas évident. Donc oui, au début, ça a mis du temps un petit peu à démarrer. Mais par contre, je pense que la team française, elle est très ouverte là-dessus et elle nous a très vite donné des missions. Et ça, c'est ce qui était important pour moi parce que c'est vrai que rester dans cette posture d'observatrice, moi, j'ai toujours envie de m'inclure dans ces projets, quoi. Donc au début, c'était un petit peu dur. Mais voilà, en discussion avec Bruno et avec toute l'équipe, progressivement, on a vite eu des missions. Et ben, au départ, on a eu des petites missions, et puis au fur et à mesure, ça a augmenté. Donc, ça nous a permis aussi de prendre les choses en main petit à petit, et pas d'arriver sur le projet et de se sentir complètement noyé par la masse de choses, par la masse de nouvelles choses qui nous arrivaient dessus aussi. Donc voilà, c'était comme ça. C'était aussi les débuts ben on met une femme à bord. Donc je pense que le rôle au début, il était pas forcément hyper établi et c'était un petit peu à chaque équipe de travailler là-dessus. Et nous les premières. Et il faut accepter ça. Il faut accepter aussi que on peut pas tout nous livrer comme ça. Ben voilà, vous avez votre rôle, vous faites ci, vous faites ça. Il faut aussi un petit peu se battre pour avoir les choses et ça me paraît normal moi. Et comme je l'ai dit au début, moi si je sers pour ce tremplin, enfin si je sers comme tremplin pour que peut-être pour la génération future ce soit plus facile, bah moi ce sera ma plus grande fierté. Amélie, le rôle va évoluer. L'année dernière, lors de la saison 3, les femmes avaient ce rôle de stratège hein, quand vous êtes à 6 à bord. Tu peux nous expliquer ce que c'est que le stratège? Toi, tu es derrière. Alors, c'était en alternance avec Manon Audinet. Et puis maintenant, il y a Maëlle Frascari aussi dans l'équipage tricolore. Toi, tu es derrière Quentin, tu es derrière le pilote. Décris-nous ton rôle. Bah en fait, moi du coup j'ai le rôle de stratège, donc je suis derrière, donc on appelle ça en sixième position. Et du coup, c'est moi qui gère tous les contacts avec les autres adversaires. Donc si ça passe ou pas dans les croisements, c'est moi aussi qui parle de l'aspect stratégique. Donc s'il y a plus de vent de tel ou tel côté. Donc je suis vraiment ce qu'on pourrait dire les yeux du bateau. Quand tous les autres gars sont un petit peu à 200% dans leur mission, Quentin il a vraiment énormément de choses à gérer, donc
Et il y a beaucoup d'angles morts sur ce bateau, donc moi je suis vraiment garante de voir tous les dangers environnants autour du bateau. Et voilà, donc il y a beaucoup de responsabilités sur ce rôle et donc parfois, souvent pas mal de stress. Tu nous décris un peu, toi, tes sensations sur les premières navigations sur ce F50 assez dingue? Ah ben moi franchement franchement je dis toujours la même chose, mais j'avais l'impression d'être dans une montagne russe, quoi. J'avais mon cœur qui faisait des hauts le cœur. Je me suis dit mais je vais être malade à l'arrière. Et franchement c'est rien que d'en parler c'est grisant, quoi. Et moi je suis tellement contente d'avoir vécu ça dans ma vie. Et c'est des sensations que j'ai jamais eu dans un autre sport, sur un autre bateau forcément. Donc ouais, c'est les montagnes russes. Et puis en fait, c'est comme tout, c'est marrant, mais donc les premières navigations, on est impressionné par tout le temps. On se dit mais je me dis mais comment les gars ils arrivent à en plus donc être capable de se familiariser avec la vitesse et en plus d'être compétents sur toutes leurs tâches. Et puis en fait, au fur et à mesure des navigations, ben pareil, moi je finis par me familiariser avec la vitesse. C'est plus du tout un problème. Et puis ben finalement, pareil, j'arrive à me concentrer sur les tâches qu'on m'a données, plus que me concentrer pur et dur sur cette vitesse qui va à 3000 à l'heure en permanence, quoi. Alléluia que le CLGP est finalement obligé ces quotas. C'est par là qu'il faut en passer par là. Ben, je pense qu'il faut en passer par là, ouais. Et c'est sûr que on a tendance à dire ce mot obligé un petit peu péjoratif ou négatif. C'est vrai que je pense qu'il est pris pas forcément de la bonne manière, mais en fait, il faut se dire que il faut aussi voir les choses entre guillemets de l'autre côté. Il faut se dire mais on a la chance de faire partie de ces projets-là, donc prenons cette chance, montrons qu'on a de notre place et puis arrêtons de se focaliser sur la manière dont ça a été fait, quoi. Et moi c'est un petit peu ça sur quoi je me focalise, sur oui, c'est sûr, on aurait voulu être à la hauteur des gars, à se dire à faire partie de la sélection comme les gars à juste titre. Mais c'est pas possible. Enfin, voilà, aujourd'hui, les gars, ils ont de l'avance sur nous. Montrons que nous, on est capable aussi de travailler. Montrons qu'on est capable de réduire ce delta. Montrons qu'on est capable, en tant qu'athlète, de réussir. Et après, il y aura moins cette question de se dire, on est obligé et voilà, concentrons-nous sur les moyens à mettre en place pour essayer d'être performant, plus que sur les moyens dont le pourquoi on est là, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai arrêté de me focaliser sur on a été obligé d'être là, on a une chance, prenons cette chance et montrons ce qu'on vaut. Et puis voilà, avançons comme ça. J'aime bien la détermination avec laquelle tu dis ça. Ça pourrait, et évidemment, on imagine que ça pourrait évoluer aussi, que dans quelques temps, on ait une femme pilote, une femme régleuse d'aile. On a déjà eu Marie Rioux qui a été régleuse du vol. Ça en prend le chemin? C'est ce que toi, tu espères? Ouais, c'est ce que moi j'espère au fond de moi-même. Après, c'est vrai que le format CLVP, il est hyper dur en fait parce que on a très peu de temps d'entraînement. Personne a très peu de temps d'entraînement. Donc c'est compliqué de développer de la compétence quand vous avez pas beaucoup de temps d'entraînement. Et donc ça c'est un petit peu dur, mais tout le monde est logé à la même enseigne. Mais c'est vrai que dans un but d'être performant à des postes de flight controller, tout ça, il faut un minimum, je dis bien un minimum de temps. Et c'est vrai que pour le moment sur le circuit de CLGP, c'est difficile de trouver ce temps-là. Mais voilà, je sais que la ligue il met en place quand même des temps d'apprentissage réservés aux femmes dans les journées. Donc ça, on pourrait faire mieux, mais voilà, ça avance progressivement et il faut se concentrer là-dessus. Et moi, en tout cas, je lâcherai rien pour qu'on ait notre place à bord et puis pour montrer ce qu'on vaut. On l'a dit en introduction, alors évidemment, on t'a déjà beaucoup posé la question, mais c'est quand même une sacrée anecdote. On va se replonger, on est en septembre 2022, c'est le Grand Prix en France, à Saint-Tropez. Et il se trouve, Amélie, que toi, tu es on va dire la navigante remplaçante. Ce qui veut dire que si un équipage a besoin d'une navigante parce que la leur s'est blessée, eh bien c'est toi qui vas aller
remplacer. Et il se trouve que eh bien les Américains, malheureusement, la stratège américaine se blesse avant le Grand Prix. Et donc, on vient de chercher pour être la stratège de James Pithill. Et ça, c'est pas rien quand même sur le papier. James Pithill, qui est quand même un sacré monstre sacré de la régate, qui est le double vainqueur de la Coupe de l'América. Et tu vas te retrouver propulsé sur le bateau américain. Ça fait quoi quand on vous annonce ça? Ouais, en fait, alors en plus c'est pas tout à fait ça l'histoire parce que Ah bah bravo, je me suis trompée, mince. Non, mais en fait normalement du coup il y avait Manon et moi sur l'événement et en fait normalement sur le papier c'était moi qui était titulaire dans l'équipage français pour le poste pour l'événement de Saint-Tropez. Et en fait, je revenais de mon championnat du monde au Canada, à Halifax. J'avais directement fait Halifax-Saint-Tropez, donc c'est vrai que j'étais assez fatiguée. J'avais fait un championnat du monde très dur. On avait fait une fin de saison assez compliquée avec Lara. Et donc j'arrive à Saint-Tropez. Je suis vraiment contente mais voilà, il faut être capable en l'espace de 24 heures de voyage de switcher complètement de cette un peu déception sur mon projet olympique à je suis dans une nouvelle posture avec cette GP. Donc je suis une autre athlète, donc voilà, c'était assez challengeant et je pense que j'ai pas forcément très bien réussi à le faire. Je suis arrivée avec beaucoup de fatigue, je pense, et ça a dû se ressentir au sein de l'équipe. Et du coup voilà, après discussion avec Quentin et Thierry, ils ont décidé, mais on a décidé que ce serait Manon qui arrivait avec beaucoup plus de fraîcheur que moi de prendre ce rôle dans l'équipe française. C'est vrai que c'était une déception pour moi, mais voilà, moi je suis au service d'une équipe, pas juste moi en tant qu'individu. J'étais pas juste, voilà, quand vous faites partie d'un projet collectif comme ça, on se bat pas pour ses intérêts personnels, on se bat pour des intérêts collectifs. Et donc voilà, c'était dur parce que j'étais déçue de pas pouvoir monter sur le bateau. Mais voilà, je l'ai accepté et puis je l'ai clairement accepté et puis moi je voulais que cette équipe aille chercher de la performance et que peut-être moi sur cette semaine j'étais un petit peu en deçà. Donc voilà. Et le soir même, donc je me rappelle, j'avais mon frère qui m'attendait, il était venu me voir à Saint-Tropez. Et le soir même, en fait, je croise Philippe Presti et qui me dit, avec Thierry Douillard également, et qui me dit, notre américaine s'est blessée. Est-ce que tu voudrais bien naviguer avec nous? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Et je me rappelle, je sors de la base et là, je suis quand même pris d'un stress monstre et je me suis dit, mais oh là là, mais ça va être sacrément stressant ce qui va m'arriver là. Et en fait, c'était une chouette opportunité et ça s'est très bien passé. Moi, j'ai joué le jeu à 2000%. J'étais américaine le temps d'un week-end. Je me suis vraiment impliquée dans cette équipe comme si c'était la mienne pour toute la saison. Et j'ai vraiment essayé de donner le meilleur de moi-même en tant qu'athlète, quoi. Donc c'était doublement challengeant parce que à la fois sportivement c'était hyper challengeant pour moi et puis tout se passait en anglais, donc c'était une double expérience, double objectif pour moi. Mais ça s'est plutôt bien passé et même très bien passé. Bah oui. Ça s'est soldé par une victoire, donc voilà, c'était beaucoup de bonheur et je pense que c'est un souvenir énorme pour moi et c'est, je pense, le meilleur souvenir en voile que j'ai pour moi. Il a été comment Jimmy Spithill avec toi? En fait, moi j'avais quand même cette appréhension aussi de me dire oh là là, il a l'air, il fait peur quand même. et en fait, non, enfin j'ai rencontré quelqu'un d'hyper humain, de jamais dans l'émotion. J'étais assez admirative de voir quelqu'un qui est jamais dans l'émotion, qu'on soit dans le dur, qu'on soit même quand on a gagné, c'était pas dans la démonstration ou quoi que ce soit, toujours quelqu'un qui est assez neutre, et neutre émotionnellement, et ça c'est plutôt agréable parce que même dans les pires moments, il y a pas de surréaction ou quoi que ce soit, quoi. C'est voilà, chacun se reconcentre sur son poste ou quoi que ce soit, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai vraiment réussi à m'exprimer, c'est que je me sentais pas dans un climat de rush ou quoi que ce soit. J'avais ma place, il me laissait ma place. Et c'est aussi vraiment ça c'est les raisons pour lesquelles j'ai beaucoup apprécié mon week-end avec cette équipe parce que j'ai vraiment eu le sentiment qu'ils m'ont laissé ma place et qui m'ont laissé m'exprimer en tant qu'athlète, quoi.
Et ouais, j'avais le sentiment à la fin de ce week-end d'avoir un petit peu de fierté pour moi aussi, parce que je me suis dit, j'ai donné un petit peu de cette équipe, pour cette équipe, moi, en tant qu'athlète, j'ai quand même réussi le défi de gérer tout ça en anglais. Donc, ouais, c'était une petite fierté aussi pour moi, quand même. Il t'a dit quoi à la Personnelle, quoi, fin? du coup. Il t'a dit quoi à la Comment? fin? Il t'a dit quoi à la fin? Parce qu'on le rappelle, hein, les Américains, et donc toi, vous allez remporter ce Grand Prix de Saint-Tropez, notamment avec un samedi dans des conditions complètement dingues. À la fin, même s'il n'y a pas beaucoup d'émotions, il te dit quoi, James Fittile? Ils te disent quoi, les Américains? Il me dit, tu veux pas être américaine, on te trouve un copain américain, comme ça tu auras la green card, tu veux combien? Oui, oui, c'était assez marrant. Bon, mais malgré tout, C'était vraiment une belle aventure humaine pour moi et une super expérience. Et voilà, c'est parce que au début, voilà, j'étais un petit peu triste, forcément, de pas naviguer avec le projet français, mais voilà, d'une expérience, j'enchaîne sur une autre, et je tiens, voilà, vraiment à souligner qu'il faut toujours montrer qu'on est motivé, toujours montrer qu'on reste dans une position d'ouverture, parce que voilà, ça ouvre des petites portes, et ces petites portes, après, ça vous ouvre un boulevard parfois, tout simplement. Et puis l'aventure continue avec le CLGP. On se retrouvera sur le Grand Prix à Los Angeles. À Hein, ce Los Angeles. sera un nouvel endroit. Je pense que ça va être costaud. Los Angeles, ça a l'air bien exigu comme plan d'eau, évidemment. Et tu le disais, hein, faut saisir les opportunités, faut ouvrir les petites portes, et puis il faut faire des choix aussi. On en parlait au début. Il y en a un que tu as dû faire aussi entre revenir à la préparation olympique ou partir au large avec Johan Richomme. Ça a été le choix de faire la préparation olympique pour les Jeux de Paris 2024 avec Lara Granier. Ça te fait du bien comment de retourner sur l'olympisme, de retourner dans un projet où là vous êtes 2 femmes à bord? Ça se passe comment? Ouais, en fait, ça a pas forcément été un choix facile à faire, parce que forcément un projet d'Ocean Way, c'était le tour de l'Europe à l'époque. Ça fait rêver aussi. Moi, je me suis dit, mais voilà, peut-être que c'est une petite, c'est une grande porte qui va Encore une s'ouvrir porte? à moi. Ouais, encore une porte, décidément. Et mais en fait, je me rappelle, en plus, c'était juste l'après Covid, j'avais pas trop de nouvelles, tout ça. Et je me suis dit, l'olympisme, il faut quand même être, voilà, moi je suis équipière, donc physiquement, il faut quand même être assez solide. Et c'est vrai que je me dis, la voile professionnelle, je peux peut-être plus perdurer dans la voile professionnelle que je peux dans la voile olympique. Et je me suis dit, voilà, t'as toujours dit que t'avais fermé un chapitre, mais que le livre, il est pas terminé. J'avais un excellent feeling avec Lara, un excellent feeling humain. Et je me suis dit, non, il faut que t'ailles au bout de l'aventure, et je pense que c'est maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancée avec Lara, et j'ai vraiment aucun regret de mon choix. Je me rappelle, Johan Richomme, il m'a appelé une semaine après et il m'a dit, on va à Cascais s'entraîner, tu viens avec nous? Je dis, non, plus maintenant. Et je lui dis, mais je t'inquiète, mais je reste motivée, hein. Mais voilà, j'ai aucun regret de mener aujourd'hui mon aventure avec Lara. C'est vrai que c'est hyper challengeant aussi, parce que le double, c'est pas forcément tout le temps évident. C'est vrai qu'on est 2 personnalités complètement différentes, mais on a un objectif fort, c'est de se sélectionner au jeu et d'aller chercher une médaille. Donc voilà, faut apprendre à fonctionner ensemble, faut comprendre qu'on a des visions différentes d'aller à la haute performance. Donc c'est beaucoup de tolérance l'une envers l'autre, mais c'est très riche humainement. Et voilà, je maîtrise le présent, je maîtrise pas le futur, je donne tout pour y arriver, mais en tout cas, c'est ce que je vis, c'est de très beaux moments, et je pense que j'en garderai un excellent souvenir. Quand on t'écoute, Amélie, depuis un petit moment maintenant, et qu'on voit ce à quoi tu es arrivée, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, je me pose une question. Est-ce que le doute a une place chez toi? Oui, forcément. Forcément, moi je sais pas quelle image je dégage, mais forcément je suis quand même animée par des doutes parfois, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais suffisamment, est-ce que je me perds pas dans toutes ces directions. Donc oui, moi je me remets en question en permanence.
Et c'est ces doutes qui me font aussi avancer, parce que bon, voilà, si je reste dans cette position de me dire, c'est sûr, je suis dans la bonne direction, c'est sûr que ce que je fais, c'est bien. Je pense pas que c'est une bonne manière de réussir. Moi, je me remets en question en permanence. Je suis animée par des doutes en permanence. Mais voilà, je me laisse pas envahir par contre par ces doutes. J'essaye d'avancer et que ces doutes soient constructifs plus que à l'inverse m'amènent au fond. Mais voilà, je pense que c'est pareil pour tous les athlètes. Il faut savoir se construire. Il faut laisser de la place au doute, tout simplement. Il faut pas le prendre comme quelque chose de négatif. Il faut pas se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus du tout confiance en moi ou quoi que ce soit. Non, il faut se dire que c'est un sentiment, une émotion qu'on ressent. Bah voilà, on l'accepte, on la traite. Pourquoi on doute? Est-ce que c'est justifié? Bon, bah si c'est pas justifié, on la met de côté, on avance. Bon, bah si c'est justifié, ok, bah qu'est-ce que je mets en place pour le mettre de côté, pour le surpasser, quoi. Donc c'est comme tout. J'ai l'impression que ce soit le doute, que ce soit l'échec, que ce soit l'erreur, c'est un peu une connotation un petit peu négative, et on se dit oh là là, mais faut complètement outrepasser ça. C'est pas acceptable que je sois envahi par ça. C'est pas acceptable que je fasse une erreur. Mais voilà, on est avant tout des humains, et des humains, ça a des émotions au quotidien. Je pense il faut accepter ces émotions, il faut les vivre pleinement, et puis il faut les surpasser quand c'est nécessaire, et puis les traiter quand c'est important. Je prends note. CLGP, Jeux Olympiques, Women America's Cup en prévision. On a parlé de ton emploi du temps tout à l'heure, qu'il fallait malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée, donc il faut tout compacter, tout rentrer. Comment est-ce que tu appréhendes cette triple activité, si je puis dire? Comment on garde l'envie? Comment on garde c'est ça l'envie en fait, parce que c'est très, très prenant, c'est de la navigation tout le temps, c'est de la gestion de projet tout le temps. Comment on garde cette envie? Ça, c'est une première question. Et puis, comment tu passes d'un univers à l'autre, et comment est-ce que tous ces univers t'enrichissent et te font grandir? Bah, en fait, moi, ce qui m'anime au quotidien, et ce qui me permet de garder cette envie en permanence, c'est que je suis passionnée par ce que je fais. Je suis clairement passionnée par ce que je fais. Je regarde pas tout le temps que j'y consacre. Et je pense que c'est ça aussi qui me permet d'être capable de donner tout mon temps pour ça. Et il faut, je pense, voilà, c'est 3 projets, c'est beaucoup. Bon, c'est pas 3 projets à 100%. Aujourd'hui, ben voilà, vous l'avez compris, je prépare le test event, donc j'ai, je pense, 70% de mon temps qui est consacré à cette préparation du test event. En même temps, je sais que directement après le test event, je m'envole pour Los Angeles. Donc pendant mes temps de récup de ce projet olympique, il va falloir que je potasse clairement CLGP pour préparer au mieux cette épreuve de Los Angeles, puisque j'ai quand même pas navigué depuis Sydney, donc ça fait quelques mois. Donc il faut en permanence en fait se challenger, et se dire bah ok, là j'ai un moment de repos, ou sur mon projet olympique ben voilà, c'est un moment de repos, mais est-ce que c'est un moment de repos pour mes autres projets? Bah peut-être que non, peut-être que oui. Mon corps a besoin clairement de se reposer et de me déconnecter complètement. Donc quelquefois je vais manger du beurre salé en Bretagne, et je mange les crêpes de ma mère pour un petit peu mettre entre parenthèses tous ces projets voiles. Mais voilà, c'est beaucoup d'organisation, je pense, et je suis pas sûre que ce soit une qualité que j'ai à la base, mais que en fait j'ai pas le choix de développer. Et donc je fais des erreurs, mais j'apprends de mes erreurs, j'apprends à m'organiser, aussi un petit peu écouter mon corps en tant qu'athlète. Et voilà, pour l'instant j'y arrive, mais ouais, pour l'instant j'y arrive pas trop mal, ouais. Et après ce que ça m'apporte en fait aujourd'hui, ben mon projet olympique, ça me prend énormément de temps, et je trouve que mes autres projets, que ce soit CLGP ou la Women America's Cup, c'est un petit peu une bulle où je rencontre d'autres personnes, où je vois d'autres projets, d'autres manières de fonctionner, et c'est un peu ce côté
bidirectionnel, c'est un petit peu des allers-retours entre chaque projet que je fais en permanence. C'est pas là je mets entre parenthèses l'Olympisme, là je suis complètement dans un autre projet. Et non, c'est en fait là je suis sur CLGP, peut-être que je peux apporter des compétences que j'ai développées dans mon projet olympique sur ce projet-là. À l'inverse, après j'ai fini CLGP, je repars sur l'Olympisme. T'as vu sur CLGP là, c'était pas mal ce qu'ils ont fait et tout. Je pense que c'est des trucs que tu peux mettre sur ton projet. Allez, je repars sur mon 49er. Et c'est en permanence comme ça, en fait. C'est pas 3 projets complètement cloisonnés. Bien au contraire, c'est tous ces projets, ils sont enrichissants l'un envers l'autre et c'est ça qui est hyper intéressant et que j'essaye de mettre en place. La Women America's Cup, la première de l'histoire. Ouais. C'est chic de se dire qu'on fait partie de l'équipe. C'est chic. Alors chic, je sais pas si c'est le mot. Non, ça fait quoi en fait? C'est un petit peu plus basique comme question, mais ouais, pareil. Moi et enfin une Women America's Cup. Ouais, le projet de l'America's Cup, c'est des projets qui m'ont fait rêver et de pouvoir maintenant le toucher du doigt. Je me dis mais pareil, c'est une chance énorme que j'ai de pouvoir faire partie de ces projets. Donc ouais, enfin un projet Women's America's Cup et j'ai tellement hâte de pouvoir monter sur ce bateau qui est la C40, de voir les sensations que ça a et non, je suis vraiment contente de pouvoir m'impliquer dans ce projet également. Et je pense que voilà, donc là c'est un autre contexte parce qu'on n'est plus dans la mixité comme CLGP. Là, on est dans un projet 100% féminin. Donc voilà, c'est encore un autre contexte où va falloir s'adapter aussi à telle ou telle circonstance et c'est ça aussi que moi je trouve hyper challengeant en tant qu'athlète, c'est que il faut sans cesse s'adapter, il faut jamais rester dans sa zone de confort. Sur CLGP, on a très peu de temps d'entraînement, mais à la fois il faut chercher de la performance, voire de la très haute performance. Et voilà, il faut trouver des outils, trouver des solutions pour qu'est-ce que je mets en place pour réussir à m'entraîner, mais sans m'entraîner sur l'eau en fait. Voilà, là on rentre dans un projet 100% féminin, pareil, c'est un autre contexte et c'est sans cesse des adaptations pour moi, des allers-retours entre tous les projets. Et je trouve que moi j'adore ça parce que j'adore en fait être hors de ma zone de confort parce que j'ai l'impression que je grandis en tant qu'athlète et en tant que femme quoi. Et voilà, pour moi c'est hyper challengeant et tant que je peux faire tout ça, je mènerai tout ça de front. Pour presque terminer, dans un article que j'ai lu qui était sur voiles et voiliers, je l'ai un petit peu évoqué dans l'introduction, Amélie. Tu dis que parfois, tu as du mal à trouver une utilité à ce que tu fais. Tu dis « Mes parents nourrissent les gens », je cite. « Ma sœur qui est urgentiste sauve les gens, soigne les gens. » Sportif de haut niveau, on est un peu centré sur soi-même. Nous, tu nous fais rêver, hein. Tu portes haut les couleurs de la France. Tu es un modèle pour les plus jeunes, on l'a vu aussi. Ça suffit pas? Ça veut dire quoi, ce que tu as déclaré dans cet article qui est plein de bon sens, sans doute? Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose, ça me fait sourire parce que j'en ai beaucoup parlé à Bruno Dubois à l'époque, mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours... en fait, c'est quelque chose qui m'anime et je me suis toujours dit, j'ai le sentiment au fond de moi que j'ai besoin de faire quelque chose d'utile. Alors, vous allez me dire, la notion d'utilité, elle est hyper large et puis je me suis rendu compte qu'en échangeant avec les gens, en fait, que chacun a sa propre définition de l'utilité et que je me suis rendu compte qu'en échangeant avec des athlètes, juste le simple pour moi c'est le simple fait, mais juste le simple fait de faire rêver les gens, tout ça, ça a ce côté utile. Mais c'est vrai que pour moi, de par le milieu que je viens, de par l'éducation que j'ai eue, c'est vrai que comme vous l'avez mentionné, mes parents sont agriculteurs, ils nourrissent. Ma sœur, elle sauve des vies et c'est vrai que moi, quelquefois, en tant que sportive de haut niveau, je me dis mais mince, à part me préoccuper de ma petite personnalité, de ma petite bobologie, j'ai pas le sentiment d'être hyper utile quoi. Donc ouais, c'est quelque chose c'est quelque chose qui m'anime parfois, mais à la fois c'est contrebalancé par le fait que j'ai la chance d'être quelqu'un qui est passionné par ce qu'elle fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Et je me dis, mais vis cette vie à 200%, ce sera peut-être pas éternel, mais vis-la, quoi. Vis-la avec tes tripes, donne tout ce que t'as, n'aie aucun regret.
Et puis après, quand tu seras un peu plus vieille, toute ridée avec des cheveux blancs, peut-être tu te poseras un peu plus la question de basculer sur une profession que toi tu juges un petit peu plus utile. Mais en attendant, vis ta vie, quoi. Vis ta vie, vis tes rêves et vis ta passion jusqu'au bout parce que c'est une chance et parce que c'est une belle vie. On va terminer sur ces mots-là, Amélie. Parce qu'on te le souhaite de vivre tes rêves. En tout cas, c'est bien engagé depuis quelques mois. On te souhaite un bon test event en juillet. Merci. On te souhaite un bon Grand Prix de CLGP à Los Angeles. On te souhaite de bons premiers entraînements sur l'AC40 quand il sera reçu et mis à l'eau pour les entraînements pour la Women America's Cup. Et puis, on te souhaite plein de belles choses. Merci encore d'avoir pris du temps parce qu'on a compris qu'il était précieux ton temps. Un grand merci. C'est avec plaisir de donner un petit peu de mon temps. Merci Amélie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.